présent New York, comme chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains. On retrouve Grégory Volokin sur place en duplex. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services, on attend un rebond de Wall Street. Il faut se souvenir que vendredi, on a connu quand même une mauvaise séance, une clôture de 2% de baisse. Et puis on a toujours le pétrole qui nous embête un peu. Là, ça commence à devenir un gros caillou quand même dans la chaussure des financiers. Oui, mais je crois que les Américains ont envie de souffler ce matin. Donc je dirais que 90% du temps passé sur les médias, c'est pour débattre du film de Disney, du Star Wars, de son succès ce week-end. Je dirais que ça fait du bien de parler un peu d'autre chose que de pétrole, et c'est certain que c'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, et on en parlera plus tard, avec des conséquences sur plusieurs années très très favorables pour Walt Disney. On peut en dire un mot quand même, Grégory, c'est important, un demi-milliard de recettes dans le monde sur le premier week-end d'exploitation. On est à près de 250 milliards pour le marché américain et le marché canadien. Alors je crois que le patron de Disney s'exprimait ce matin dans les médias américains. Il évoque justement des conséquences de long terme pour son groupe. Oui, il est très fort. D'abord, la première chose qu'il dit, c'est que quand il a confié la création de ce film à son directeur, il lui a dit c'est pas un film habituel, c'est un film qui coûte 4 milliards de dollars. Parce qu'en fait, c'est vrai, Disney avait payé 4 milliards de dollars à Lucasfilm le droit pour Star Wars. L'autre chose, c'est qu'évidemment, non seulement ce film est un grand succès ce week-end, mais il n'a pas encore ouvert en Chine, et je dirais que Disney compte beaucoup sur la Chine. Pas seulement pour le cinéma, mais aussi parce que Disney va ouvrir un grand parc d'attractions à Shanghai. Et là, les chiffres de ce parc d'attractions sont vraiment intéressants, puisque ce que dit Iger, c'est qu'il y a 300 millions de Chinois qui vivent à moins de 3 heures de Shanghai, de ce parc d'attractions. Donc, quand on sait qu'un billet d'entrée dans un parc d'attractions Disney avoisine maintenant les 100 €, on peut imaginer les futures sources de revenus, surtout en s'appuyant sur une nouvelle franchise pour Disney qui est Star Wars. Ça n'est peut-être que le début effectivement de cette nouvelle aventure Star Wars, désormais dans le giron de Walt Disney, le titre qui devrait ouvrir en hausse. En tout cas, il progresse dans les échanges d'avant-bourse, tout comme les futurs américains. On est en hausse d'environ 0,8-0,9%. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera un peu plus tard, justement après l'ouverture de Wall Street, pour continuer de commenter l'actualité des marchés américains. Quelques mots encore pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité du jour, ce baromètre qui concerne les Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. Début de séance positif pour les actions américaines. On prend à nouveau la direction de New York. Grégory Volokin, on vous retrouve en duplex vidéo, le président de Mescard Financial Services. Bon, je le disais, là, c'est vrai que ça commence vraiment, j'imagine, à sentir la fin de l'année. De votre côté de l'Atlantique également, il reste 5-6 séances de bourse, et on est déjà projeté dans 2016. Là. Oui, c'est une bonne remarque, puisque en fait, aussi bien de votre côté de l'Atlantique que du nôtre, 2016, c'est pas vraiment un océan de certitude. Donc ça montre à quel point les marchés sont hésitants. On signale un rebond ce matin, je suis d'accord, mais n'oubliez pas quand même que la baisse est vraiment brutale vendredi. Ça a été un peu excusé par l'expiration des options aux États-Unis, les fameuses 4 sorcières. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça manque quand même un peu de vitalité, ce rebond. Et est-ce que c'est le cours du pétrole ? Peut-être, car il y a quand même des ramifications qui se sont vraiment fait sentir aux États-Unis la semaine dernière. Oui, effectivement, le pétrole qui reste sous pression, et ça reste quand même un des baromètres du climat sur les marchés aujourd'hui, et pas uniquement sur les marchés de matières premières. Il y a quand même de l'actualité du côté des entreprises. On parlait de Disney tout à l'heure. Alors, interview du patron de Walt Disney, donc, qui dispose de la licence Star Wars désormais, donc qui, j'imagine, est très content du premier week-end d'exploitation, puisqu'on a on a même plus d'un demi-milliard de recettes annoncées au niveau mondial, et ça n'est peut-être que le début, Grégory. Oui, et c'est sûrement que le début, c'est même que le début sur ce chiffre. Je crois qu'on en est à 528 millions de dollars globalement, mais c'est un chiffre qui va être appelé à être ajusté à la hausse, et ça devrait battre le record de Jurassic World, je crois, qui était à 528 millions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre de Disney au niveau des films sur les prochaines années? D'abord, il faut attendre encore beaucoup de nouveaux Star Wars. Je crois qu'au total, ils en ont prévu 4. Iger,
le CEO, a dit qu'un nouveau Star Wars allait commencer à être tourné déjà au début de l'année, au début du mois de janvier. Et puis il y aura évidemment aussi le lancement du film en Chine. Pour le moment, il n'était pas du tout lancé encore en Chine. Il va y avoir l'ouverture d'un grand parc d'attractions à Shanghai, avec une population autour de ce parc d'attractions de 300 millions d'habitants à moins de 3 heures de transport ou de trajet. Donc tout ça, ça fait beaucoup au niveau de la division film et parc d'attractions pour Disney. Alors vous me direz, alors qu'est-ce qui va pas chez Disney? Tout va bien, mais malheureusement, ils ont quand même une division qui est la division qui représente la plus grosse partie de leurs revenus et de leurs profits. C'est ESPN, c'est la chaîne de télévision par satellite, par câble, qui est consacrée au sport. C'est la plus grosse aux États-Unis. Et là, vous savez, le phénomène dont on parle beaucoup de cord cutting, c'est vrai, ils ont perdu un petit nombre d'abonnés sur les derniers trimestres. Et il faut savoir qu'en ce moment, dès qu'il y a une ombre sur une compagnie, tout le monde se précipite et regarde vraiment le côté négatif. Alors un analyste, c'était intéressant, vendredi, a dit carrément qu'il fallait vendre l'action au Disney, qu'ils avaient payé beaucoup trop cher pour le programme de sport et qu'il n'y avait vraiment pas de possibilité de maintenir le niveau de valorisation de Disney. Ce à quoi Bob Iger, le CEO, a répondu, écoutez, cet analyste, il a tout à fait droit à ses opinions. Malheureusement, quand l'action Disney était à $14, et là on est 10 fois plus élevé que $14, Iger disait que quand l'action Disney était à $14, le même analyste l'avait recommandé aussi à la vente. Donc ça veut dire que franchement, il se trompe depuis très très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il se trompera cette fois. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que Bob Iger est sûrement un des meilleurs patrons dans les médias. Et en tout cas, si on regarde l'action Disney depuis l'an 2000, le moment où Bob Iger a été nommé le CEO, elle a battu le S&P 500 de 289%. Donc, au lieu de passer des heures à essayer de trouver des bons investissements, on aurait eu Mickey de notre côté depuis le 1er janvier 2000 et on était des grands vainqueurs. Bon, sacré parcours effectivement, et bon le bilan de Star Wars, et ça ne fait que commencer effectivement. Là on parle des places de cinéma, mais il y a tout le merchandising autour là qui va forcément cartonner. Quelques éléments sur Apple. Alors il y a cet accord signé avec Ericsson là pour mettre fin à des litiges sur des questions de propriété intellectuelle. Ça semble surtout profiter à Ericsson à Stockholm en Europe, puisque le titre Ericsson gagne un peu plus de 5%. Mais il y a une prise de parole du patron d'Apple, là, Tim Cook, qui en a marre, semble-t-il, que on lui parle un peu trop souvent, et notamment du côté de la classe politique, de l'optimisation fiscale qui est mise en place par Apple avec ses réserves de cash à l'étranger. Oui, alors ce que dit Tim Cook, en fait on peut le rejoindre, c'est que les 180 milliards de cash qui sont à l'étranger, d'abord ils le sont totalement légalement puisqu'ils suivent les lois américaines, mais il dit surtout si on devait les rapatrier et payer 40% en gros d'impôts dessus, ça serait absolument de la folie de notre part, et deuxièmement ces lois fiscales sont vraiment le vestige d'une époque industrielle et sont pas du tout adaptées aux compagnies technologiques et aux compagnies actuelles et à leur fonctionnement. Et là, franchement, je pense qu'il a un très très bon point. Et il dit que les politiciens qui tapent sur Apple là-dessus, il emploie un mot assez cru, mais en gros, il dit que c'est vraiment de la bêtise pure des politiciens, si je puis m'exprimer poliment. Il dit c'est political crap. Voilà. Crap, c'est de la saleté, en gros, voilà. Oui, effectivement. C'est de la saleté politique. C'est très bien traduit. De la bêtise. Merci, j'ai fait un effort. Politique, oui, on cherche un mot. Bon, un dernier mot d'Amazon, là aussi, alors qui va être, j'imagine, c'est d'ores et déjà acquis, le grand gagnant des achats de fin d'année pour les Américains. Il y avait encore des chiffres qui sortaient la semaine dernière. Voilà, ils augmentent leur part de marché. C'est assez impressionnant. Et du coup, ils veulent gérer eux-mêmes leur flotte d'avions cargo, là, pour ne plus être tributaires d'éventuels retards de leurs prestataires en matière de livraison. Oui, alors Amazon a beaucoup d'initiatives, ça en fait partie. Ils ont le projet de louer une vingtaine d'avions cargo, comme vous le dites, pour être moins tributaires des transporteurs, mais il faut bien noter quand même que ces 20 avions
Amazon, entre guillemets, l'année prochaine, sont face à une flotte de 600 avions de FedEx et de pratiquement 550 avions de UPS. Donc c'est vraiment une goutte dans un océan. Par contre, c'est vrai que peut-être ça sera un nouveau axe de développement pour Amazon, mais vraiment ça m'étonnerait beaucoup. Amazon n'aime pas ce genre d'activité. C'est peut-être juste, comme vous le dites, pour essayer d'éviter qu'il y ait, comme l'année dernière, à Noël, tout d'un coup des ruptures de livraison dues au nombre absolument faramineux de paquets qui ont été envoyés et justement livrés par Amazon et ses partenaires FedEx et UPS. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas de se passer de FedEx et d'UPS à long terme, Grégory. Bah écoutez, s'il fallait acheter 1200 Boeing 747, je pense que d'abord, vu que Boeing en fabrique 2 par année, ça prendra très très longtemps. Et d'ailleurs, ils ont même de la peine à trouver des avions et les avions nécessaires puisqu'il faut les rétrofiter, il faut les réaménager. Donc pour le moment, c'est juste un projet parmi d'autres, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'une compagnie qui n'a aucun rapport en gros avec l'aviation peut se lancer dans cette activité. Bon, voilà, en cas de tension sur la chaîne logistique, on va dire, ça pourra peut-être leur servir d'avoir quelques Airbus à disposition. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous dans Intégral Bourse. Bonne séance à vous, séance positive pour l'instant après une demi-heure de cotation à Wall Street. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York.